Cette vidéo est proposée par Curiosity Stream, le meilleur endroit pour trouver et regarder des documentaires sur la science, l'histoire, la technologie, la nature, les voyages et bien plus encore. Regarde-toi, Romain tardif, allongé sur ton divan à manger des raisins toute la journée alors que l'Empire est envahi par des hordes barbares, allant au Colisée ou au Cirque Maximus, mangeant du pain gratuit et regardant des jeux toute la journée alors que les villes de la Gaule sont pillées et brûlées par des envahisseurs germaniques. Ou du moins, c'est ainsi que de nombreux historiens ont dépeint les Romains tardifs jusqu'au XXe siècle, mais j'espère avoir déjà montré dans certaines vidéos que cette vision est absolument dépassée. J'ai déjà analysé dans ces deux vidéos ici que le soldat romain tardif n'était absolument pas inférieur au légionnaire romain primitif, et j'espère pouvoir également montrer dans cette vidéo ici que les Romains tardifs avaient de très bonnes raisons de ne plus être très motivés pour se battre pour leur empire. La dévaluation de la monnaie romaine a joué un rôle vraiment important, par exemple. Mais il y avait de nombreuses autres raisons, systémiques et sociales, pour lesquelles les Romains tardifs ont parfois choisi non seulement de ne plus soutenir leur empire, mais parfois même de le combattre activement. Ils se sont parfois même joints aux envahisseurs germaniques, ou ont formé des bandes de rebelles pillards. Pourquoi c'est le Kéa? Pourquoi les Romains tardifs étaient si lassés de leur empire? Et pourquoi beaucoup d'entre eux ont probablement salué la dissolution de l'Empire romain occidental? Nous allons explorer dans cette vidéo. C'est l'un de ces mystères de l'histoire. Pourquoi l'Empire romain occidental est tombé apparemment si facilement, ayant été envahi au cours de seulement quelques décennies par d'innombrables tribus germaniques? Comment cela a-t-il pu arriver? Les Romains n'étaient-ils pas extrêmement motivés pour défendre leur empire contre ces envahisseurs? On pourrait penser que les Romains se seraient tous unis, auraient pris les armes, se seraient engagés en masse pour rejoindre les rangs des légions, et ainsi largement surpasser en nombre les envahisseurs germaniques, les chassant de l'Empire romain une fois pour toutes. Mais non, avec une grande incrédulité, nous lisons comment les derniers Romains ont presque volontairement permis aux envahisseurs germaniques d'entrer, d'une manière fataliste, presque résignée. Où étaient les Romains des premiers jours, ceux qui avaient conquis presque tout le monde connu, ceux qui avaient assujetti d'innombrables ennemis? Où étaient-ils maintenant les Romains d'autrefois? Il n'est donc pas étonnant que de nombreux historiens aient représenté les Romains tardifs après le IVe siècle comme faibles et décadents, dégénérés, n'étant plus que l'ombre de leurs anciennes et plus vertueuses versions de l'Empire primitif. Alors que le Romain ancien était fort, viril et vertueux, on disait que le Romain tardif était lâche, décadent et faible. On disait que toute vertu avait disparu chez les Romains. Edward Gibbon, dans son célèbre ouvrage « La chute et la décadence de l'Empire romain », a fortement propagé cette théorie, et bien que son livre soit un chef-d'œuvre pour son époque, nous savons bien sûr à présent que ces allégations contre les Romains tardifs ne sont pas vraies. Tout d'abord, nous devons prendre conscience que les incitations à rejoindre l'armée étaient bien pires dans l'Empire tardif que dans l'Empire primitif, ce qui signifie que le salaire moyen des soldats était bien plus bas dans l'Empire tardif et qu'après 25 ans de service militaire, il n'y avait plus de grandes récompenses sous forme de généreuses donations de terres. Mais en même temps, le risque de mort s'accroissait avec la pression croissante des invasions barbares. Pas le meilleur rapport risque-récompense, on pourrait dire. Mais en dehors de ces incitations économiques réduites très réelles à rejoindre l'armée romaine tardive, il y avait d'autres raisons pour lesquelles les Romains tardifs n'étaient pas très motivés pour rejoindre en masse les légions et défendre leur empire. Et ici, nous avons un extrait très précieux de l'historien Priscus, qui, lors de sa visite à la cour d'Attila le Hun, en 448, après Jésus-Christ, nous a donné quelques détails exquis sur la façon dont les Romains tardifs pensaient et quelles étaient leurs raisons pour leur manque de motivation à s'unir contre les envahisseurs barbares. J'aimerais ici faire un clin d'œil à Gary Myers pour m'avoir fait connaître ce texte de Priscus. Merci beaucoup, Gérald. Priscus écrit avoir rencontré un grec romain qui avait été capturé par les Huns dans la province de Mésie dans les années 440. Mais très surprenant pour Priscus, ce grec semblait apprécier sa vie parmi les Huns, plus que sa vie antérieure parmi les Romains. Voici les raisons que les Grecs ont données pour cette vue fascinante. Après la guerre, les Scythes vivent à leur aise, profitant de ce qu'ils ont obtenu, et ne sont pas du tout ou très peu perturbés. Les Romains, d'autre part, sont très susceptibles d'être tués s'il y a des hostilités,
car ils doivent placer leurs espoirs de protection entre les mains d'autrui et ne sont pas autorisés par leurs tyrans à utiliser des armes. Et ceux qui les utilisent sont blessés par la lâcheté de leurs généraux, qui ne peuvent pas mener correctement la guerre. C'est très intéressant. Alors, que signifie cela? Cela signifie que les Romains tardifs n'étaient pas autorisés à combattre les barbares par eux-mêmes. Ils devaient attendre que l'armée arrive, ou espérer qu'une unité comitatus, ou limitanei, soit stationnée dans leur ville pour la défense. Et en effet, à notre grande surprise, ce n'est qu'en 440 après Jésus-Christ que l'empereur romain d'Occident Valentinien III a autorisé les citoyens romains de l'Ouest à porter des armes. En effet, c'est absolument surprenant. Seulement à partir du 440e après Jésus-Christ, en réaction aux raids vandales accrus sur les côtes italiennes, Valentinien III a émis la novella Valentiniani IXe. L'empereur Majorien lui-même a réémis la même loi en 457 après Jésus-Christ, la novella Majoriani VIIIe, connue sous le nom de retour du droit de porter des armes. C'est vraiment surprenant de voir que malgré tous les problèmes que l'Empire romain occidental a connus depuis le début des années 400 après Jésus-Christ, il a fallu aux empereurs presque 40 ans pour réaliser qu'il pourrait être une bonne idée de former des civils à se battre et de les équiper de boucliers, d'armures et d'armes. Malheureusement, cela est arrivé trop tard, comme nous le savons avec le recul. Et il semble que ceux qui pouvaient alors prendre les armes n'étaient pas vraiment satisfaits de leur commandant, en voyant beaucoup d'entre eux comme incompétents ou lâches. C'est un fait qui m'a totalement fasciné lorsque je lisais à son sujet pour la première fois, mais imaginez que vous puissiez apprendre de telles informations en regardant des vidéos comme celle-ci ici. Maintenant, YouTube est une plateforme incroyable pour diffuser des connaissances sous forme de vidéos divertissantes, mais il existe une autre plateforme qui offre des documentaires de très haute qualité, produits professionnellement et vraiment excellents sur l'histoire, et bien sûr aussi sur l'Empire romain, à savoir Curiosity Stream. J'ai moi-même un abonnement à Curiosity Stream depuis un certain temps, en particulier à cause des excellents documentaires sur l'histoire. Ces derniers temps, je regardais le documentaire intitulé « Effet papillon » sur Carthage, le rival de Rome. C'est incroyablement bien fait, ou le documentaire Rome, la première superpuissance du monde. Il y a des milliers de documentaires de haute qualité sur Curiosity Stream, y compris de nombreux exclusifs et originaux primés. Peu importe. Ce qui vous intéresse, que ce soit l'histoire, la nature, les voyages et la gastronomie, ou l'espace et la technologie, vous trouverez vos émissions préférées sur Curiosity Stream. Et la meilleure chose est que vous pouvez regarder tous les spectacles à tout moment, n'importe où, et depuis n'importe quel appareil que vous souhaitez, télévision intelligente, PC, smartphone ou tablette. Alors, allez sur curiositystream.com ou scannez le code QR pour un accès illimité aux meilleurs documentaires et séries non-fiction du monde. Et pour les fans de cette chaîne, utilisez le code promo Majorianus et vous économiserez 25%. C'est une offre incroyable et environ 10 fois moins chère que les autres services de streaming. Et en faisant cela, vous soutenez également cette chaîne et aidez à mettre fin aux idées fausses sur l'Empire romain tardif. Merci beaucoup, amis de l'histoire romaine tardive. Gracias tibiago amici. Donc, revenons aux Romains tardifs et pourquoi leur motivation pour se battre n'était pas extrêmement élevée. Nous avons appris avec grande surprise qu'ils n'étaient même pas autorisés à se battre pendant la plus longue période, ce qui n'a changé qu'après 440e lorsqu'ils ont finalement été autorisés à porter des armes. Cependant, il y a plus. Priscus écrit que le grec vivant avec les Huns avait d'autres indices intéressants à partager quant à pourquoi il préférait la vie parmi les Huns plutôt que la vie dans l'Empire romain. Mais la condition des sujets romains en temps de paix est bien plus pénible que les maux de la guerre, car l'exaction des impôts est très sévère et des hommes sans principe infligent des blessures aux autres, car les lois ne sont pratiquement pas valables pour toutes les classes. Un transgresseur qui appartient aux classes aisées n'est pas puni pour son injustice, alors qu'un homme pauvre qui ne comprend pas les affaires subit la peine légale. C'est-à-dire, s'il ne quitte pas cette vie avant le procès, le cours des procédures judiciaires est si long et si coûteux. Le point culminant de la misère est de devoir payer pour obtenir justice. Personne n'écoutera l'homme blessé, à moins qu'il ne paie une somme d'argent au juge et au clerc du juge. Maintenant, ceci est très intéressant,
car cela nous donne des preuves directes de l'injustice sociale et judiciaire dans l'Empire romain tardif. Nous savions déjà que l'État romain tardif était injuste envers les classes inférieures. En fait, même l'État romain primitif était un État très injuste. La justice a toujours été très biaisée en faveur des riches, alors que les classes inférieures n'avaient pas l'espoir d'être représentées de manière équitable devant la loi. Ce fut toujours un problème dans la société romaine. Mais dans l'État romain tardif, ce problème s'est encore aggravé par des juges et des fonctionnaires corrompus, qui pouvaient certainement être achetés pour donner à la partie riche un avantage injuste. Les Grecs mentionnent également le très lourd fardeau fiscal que nous avons également mentionné à plusieurs reprises sur cette chaîne. Ainsi, un système de justice injuste qui défavorisait systématiquement les classes inférieures et favorisait les riches en combinaison avec une forte taxation et sans même pouvoir se défendre en cas de raid barbare. Les Grecs ont alors conclu en disant qu'ils déploraient que les officiels ne possèdent pas l'esprit des générations précédentes et qu'ils ruinaient l'État. Cela signifie que la corruption était un vrai problème, car nous pouvons être sûrs que si la corruption n'avait pas été si extrêmement élevée et que beaucoup des recettes fiscales n'auraient pas disparu dans les poches des officiels romains, alors la charge fiscale n'aurait peut-être pas eu besoin d'être si élevée au départ. Nous voyons ainsi les problèmes de l'État romain tardif dans ce texte de Priscus lui-même, détailler très vivement exactement les problèmes que nous abordions dans certaines vidéos. C'est la raison pour laquelle, dès que les choses ont commencé à se détériorer après les invasions du 407e après Jésus-Christ, les classes inférieures se sont enfuies en masse des villes, certaines s'unissant pour former les rebelles appelés Bacchodi. Les gladiateurs, les esclaves, les paysans et d'autres des classes les plus basses de la société romaine tardive se sont regroupés et ont formé leurs milices rebelles indépendantes. Ils se sont parfois même alliés aux envahisseurs barbares. Apparemment, certains préféraient même la vie parmi les tribus germaniques car la société était probablement plus juste et la charge fiscale plus faible. On peut vraiment dire que le système social injuste de Rome a finalement contribué grandement à sa propre perte. L'Est, pour des raisons que nous avons expliquées dans cette vidéo, a été épargné de ce sort. Seules les années tumultueuses qui ont suivi la catastrophe d'Adrianople et les rébellions gothiques vers l'an 400 ont vu des situations et des rébellions aussi mauvaises. Donc, ce n'était pas seulement un phénomène de l'Empire romain occidental. Cependant, l'Est s'est stabilisé, mais pas l'Ouest, pour des raisons également discutées dans cette vidéo. Ainsi, dans l'Ouest, de plus en plus d'esclaves s'échappèrent de leur traitement injuste et parfois même accueillaient les envahisseurs germaniques comme des libérateurs. Alors que l'État se désintégrait avec de plus en plus de régions déclarant leur indépendance, comme par exemple le territoire basque ou armorica, de nombreux esclaves, gladiateurs, paysans et autres ont fui vers CS régions en espérant commencer une nouvelle vie dans une société plus égale. Nous pouvons ainsi commencer à comprendre pourquoi les Romains tardifs n'étaient plus très motivés pour se battre pour leur empire. Pourquoi risquer sa vie pour un empire qui vous traite si injustement? Pourquoi prendre le risque de rejoindre les légions qui reçoivent beaucoup moins de salaire que les soldats de l'Empire romain primitif et défendre un État qui était beaucoup plus injuste que l'État romain primitif? Comme nous l'avons dit, l'Empire romain n'a jamais été juste, mais tant que les impôts étaient bas et la vie stable, cette société injuste était autorisée à exister. Cependant, dès que les choses ont commencé à s'emballer et que la vie n'était plus stable, les classes inférieures ont compris et se sont rebellées. Ainsi, c'est vraiment une ironie de l'histoire que l'injustice de l'État romain lui-même ait été une grande raison de sa chute. Et ce n'est qu'une heureuse coïncidence que l'Est ait survécu à ces temps dangereux. Et il a fallu de nombreuses années pour réformer certaines de ces lacunes dans l'État romain d'Orient plus tard. Le système extrêmement injuste de l'esclavage, par exemple, était de moins en moins visible dans les siècles plus tard de l'Empire romain d'Orient. Et la pratique sanguinaire des jeux de gladiateurs a été complètement abolie à un certain moment. À Istanbul, il n'y avait même plus d'arène gladiatoriale. Ainsi, l'Est a appris des erreurs de l'Ouest dans une certaine mesure, ce qui lui a permis de continuer pendant plusieurs siècles. Mais c'est très fascinant d'apprendre pourquoi l'Empire romain d'Occident a été autorisé à tomber. Pas parce que les Romains tardifs étaient dégénérés,
faible et inférieur. Non, mais parce que pour eux, l'idée qui était Rome, du moins pour les classes inférieures qui constituaient la majorité de la société, était morte et n'en valait plus la peine de se défendre. Et s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le fascinant sujet de l'Empire romain tardif. Et s'il vous plaît, envisagez de soutenir mon travail sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne n'est rendue possible que grâce à votre soutien. Cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos incroyables membres Patreon et YouTube, et je tiens vraiment à remercier chacun et chacune qui soutient cette chaîne de quelque manière que ce soit. Merci beaucoup à mes amis. Et si vous voulez en savoir plus sur pourquoi l'Empire de l'Est a survécu alors que l'Ouest est tombé, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé à apprendre pourquoi la dépréciation de la monnaie romaine était si importante dans la chute de Rome, vous pouvez regarder la vidéo dans le coin inférieur droit. Je remercie encore tous les amis de l'histoire romaine. Merci et bienveillance.